Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour ce dernier webinaire sur, la série, Core Web Vitals. Donc je suis avec Stéphane que vous commencez à connaître pour la plupart. Bonjour. Salut Stéphane, ça va bien? Eh ben, écoute, on parlait juste avant de cadeaux de Noël, et je disais que j'étais méga en avance pour une fois, c'est un truc incroyable. Bon, merci le confinement, je sais pas. Bon, j'espère que de votre côté ça va aussi et que vous êtes pas en retard sur les cadeaux de Noël si vous en faites. Et donc aujourd'hui, ça traitera de, la WebPerf Clinic. Donc c'est une WebPerf Clinic. On a tiré au sort 2 sites et Stéphane va les analyser en live. Bien sûr, vous pourrez poser vos questions à la fin. Je Ça va croise les bien se doigts passer, je suis sûre. je croise les doigts que ça se passe bien parce que j'ai 1 milliard d'onglets ouverts, sur Chrome. C'est la première fois qu'on fait ce format-là en forme en webinar. Donc, ben voilà, je croise les doigts pour que ça se passe bien. J'espère bien que ça va bien se passer, que vous pourrez apprendre 2-3 trucs. Voilà. Donc, vous pourrez nous dire justement ce que vous pensez de ce format de WebPerf Clinique à la fin et aussi en répondant à notre enquête de satisfaction qu'on vous enverra après le webinaire. Vous le savez, vous avez le petit onglet questions pour poser vos questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Ça nous permettra, nous, à la fin, de bien toutes les retrouver et de répondre à un maximum de questions. Si vous les mettez dans la partie de chat, malheureusement, on risque de ne pas les voir. Voilà. Donc, il est 11h01. Stéphane, je te laisse la parole et puis je dis à tout à l'heure. Ok, je vais partager mon écran. Juste si tu peux me dire, Émilie, si tu le vois bien. Tac, tac, normalement ça doit être bon. On Oui, doit le c'est bon. voir et je vais couper ma caméra, pour, maximiser les chances que ça ne plante pas. Donc, je vais pas envoyer de flux vidéo, mais, c'est pas grave, il y a pas besoin. Ça marche. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, je vais mettre le chat sur voilà et puis comme ça j'aurai si jamais il y a un problème. Donc, aujourd'hui on fait une WebPerf Clinic et donc on va étudier, 2 sites, qu'on a tirés au sort comme a dit Émilie. Je le ferai rapidement parce que normalement vous avez dû voir les, précédents webinars Core Web Vitals et si vous les avez pas vus, bah, tant pis pour vous. Alors je suis sympa, j'ai fait un petit rappel au début et puis, on va donc, voir les outils qu'on va utiliser rapidement, la méthodo et puis après on rentrera dans le détail de l'étude des 2 sites qui ont été tirés au sort. Donc je reviens sur Fastorize. Si vous ne connaissez pas encore, c'est une société qui a été créée, en 2011. On a lancé notre produit en 2014. C'est moi qui ai créé cette société et auparavant j'ai été CTO de rudycommerce.com. On fait du front-end optimization. On est aujourd'hui leader dans cette partie-là et on traite aujourd'hui plus d'1 milliard plus d'un milliard, plus que ça maintenant, puisque c'est 1,2 milliard de pages vues par mois et ça fait économiser pas mal de temps à nos internautes. On travaille avec des gens dans un peu tous les secteurs, de un peu toutes les tailles. Cette slide n'est pas à jour, mais puisqu'il y a forcément des nouveaux clients et des anciens qui sont partis. On fait 3 choses dans la WebPerf. On a une offre, une solution SaaS. Donc c'est là-dessus qu'on s'est développé. Donc c'est un CDN nouvelle génération qui va optimiser à la volée votre site web qui est 100% compatible avec l'ensemble des navigateurs et des CMS du marché et vous êtes accompagné par un Customer Success Engineer dédié pour la mise en place et pour le support. On fait aussi de l'audit WebPerf depuis plus d'1 an maintenant. On en a toujours fait, mais là on a vraiment développé notre offre. Donc là, on va analyser votre perf, un peu comme ce que je vais faire là pour le webinar, mais en beaucoup plus complet et pas en 1 heure.
Et puis, on va vous donner des recos sur les chantiers WebPerf prioritaires. On va faire des mesures, on va faire des mesures avec plein d'outils, avec plein de KPI, selon vos préconisations. On va regarder un peu vos concurrents, etc. On va faire l'analyse des optimes qui sont en place et puis versus celles qui devraient être mises en place. Et puis, on vous restitue ça sous forme de liste priorisée de recommandations et vraiment personnalisée et pas de l'outil, pas un truc qui sort d'un outil automatique. Et puis, on fait aussi de l'accompagnement. Donc, ça, on accompagne aujourd'hui pas mal de clients sur le long terme, souvent à la suite d'un audit, pour installer une culture WebPerf au sein de l'entreprise. Donc ça passe par plein de chantiers. En général, c'est déjà commencer par définir le plan d'action suite à l'audit, mettre en place souvent aussi des pratiques de développement, des outils internes pour contrôler la perf, mettre en place des dashboards, des budgets web perf, etc. Et puis traiter le sujet third parties, qui est en général un gros sujet chez chacun de nos clients. Alors, un rappel des Core Web Vitals. Donc, les Core Web Vitals font partie des métriques WebPerf classiques. Donc, il y a tout un tas de métriques dans la WebPerf qui existent. J'aime bien présenter ce schéma où j'essaye de mettre un peu tous les indicateurs qui existent. On est parti il y a longtemps d'indicateurs type temps de réponse serveur ou bien onload, load time, ce qu'on appelait, pour aller vers des indicateurs qui prennent un peu plus en compte l'expérience utilisateur. Donc aujourd'hui, on parle de Start Render ou de First Contentful Paint ou de First Paint. On parle de Speed Index, on parle de Time to Interactive. Et puis, on a enrichi ce set de métriques qu'on utilise depuis maintenant quelques années. Depuis quelques années, on a enrichi ce set de métriques avec d'autres métriques, donc des First TPU Idle, des TBT, etc. Et dans ces autres métriques, on retrouve les Core Web Vitals introduits par Google en mai de cette année, c'est pas encore en mai de l'année dernière, et qui permettent de mesurer là aussi un aspect de l'expérience utilisateur. Donc, les Core Web Vitals, puisque c'est la conclusion de la suite de webinaires sur les Core Web Vitals, c'est le LCP, le FID, le CLS, donc le Largest Contentful Paint, qui mesure c'est le moment où dans le viewport, en fait, donc au-dessus de la ligne de flottaison, le contenu le plus large a été affiché. Donc, c'est une métrique qui est un peu similaire qui essaye d'approximer le Speed Index. Je continue de penser que le Speed Index est beaucoup plus intéressant à suivre que le LCP, mais on fait avec ce qui nous est donné. Et puis, on est donc sur de l'optimisation de LCP. Ça revient en général à optimiser le Speed Index et le Start Render, donc des choses assez classiques sur optimiser le chemin critique. Le FID, First Input Delay, lui mesure la réactivité suite à une interaction sur une page web. Donc, ça quantifie l'attente des utilisateurs lorsqu'une page ne répond pas. Donc, plus un FID est bas et plus ça indique que la page elle est utilisable rapidement. Ça permet d'évaluer la première impression des internautes quant à l'interactivité et la réactivité de votre site web. C'est important puisque faire une bonne impression, c'est vraiment déterminant. Soit vous fidélisez votre client, soit au contraire, c'est un client qui reviendra potentiellement jamais. Donc là, pour l'optimiser, c'est principalement au niveau JS que ça se passe, puisque on est sur de l'interaction avec le navigateur, et donc c'est plus des techniques de chargement et d'exécution JS sur lesquelles il faut travailler pour l'optimiser.
Le CLS, le Cumulative Layout Shift, donc ça, c'est un indicateur qui mesure les déplacements des éléments de la page, les déplacements impromptus, en partant du principe qu'un contenu qui change trop de place dans la page est perturbant. Donc je pense que tout le monde a vécu cette situation où on essaie de cliquer à un endroit et hop, il y a le bouton qui se sauve, et puis c'est pas là où on voulait cliquer, on clique sur un lien à côté ou sur un autre bouton. C'est un peu la métrique la plus nouvelle des trois, peut-être la plus compliquée à appréhender, à calculer aussi, à mesurer, parce que c'est pas une durée dans le temps, c'est pas un temps sur une timeline, on a du mal à raccrocher. Voilà, une bonne valeur, c'est en dessous de 0,1, ça veut dire quoi? Un CLS de 0,1 concrètement, visuellement, difficile d'avoir ça en tête. Donc forcément, ça complique les choses quand on veut l'optimiser. C'est le point important, et peut-être qu'on le verra si dans la clinique, c'est cumulatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un premier CLS au moment du chargement de la page, puis au moment où vous continuez à utiliser la page, le CLS va s'augmenter parce qu'il y a des éléments qui bougent, et donc c'est cumulatif. Et donc potentiellement, on va remonter, ou Google, les outils Google vont remonter un CLS qui est bien plus élevé que ce que vous pouvez mesurer dans vos outils à vous. C'est souvent des éléments qu'on injecte dynamiquement dans la page, des bandeaux, des images, des vidéos, mais aussi des choses qui bougent dues au changement de fonte, par exemple. Alors, on peut démarrer sur la WebPerf clinique. Donc, d'abord les outils qu'on va utiliser. Alors, bien évidemment, un navigateur. C'est le premier outil qu'on utilise pour faire de l'audit WebPerf, que ça soit la page, les sources de la page ou bien les DevTools. C'est une mine d'or pour voir comment se charge une page, comment s'exécute et comment on interagit avec la page. L'extension Chrome, qui est l'extension Chrome Core Web Vitals, particulièrement donc là parce qu'on est sur des webinaires Core Web Vitals, on utilise cette extension. Alors j'ai découvert là avant le webinar que on n'avait pas de... je peux partager ma fenêtre Chrome, mais malheureusement on ne voit pas les menus. Donc vous ne verrez pas quand je clique sur cette extension Chrome pour voir les valeurs, et donc vous serez obligé de me croire. Mais vous pourrez voir quand même les petites valeurs qui s'affichent ici. On a bien sûr tous les mesures qui nous sont fournies par Google, donc PageSpeed Insight et le Crux. Et le Crux est et les données de PageSpeed Insight sont des données, donc notez bien que c'est des données partielles, puisque ça ne concerne que les utilisateurs Chrome qui ont opt-in pour la collecte de données. Souvent on se dit mais j'ai pas opt-in, mais en fait ça se cache dans d'autres réglages. Donc si vous synchronisez avec un mot de passe sécurisé, il me semble qu'il y a une histoire comme ça, vous dites oui ok, je permets à Google de collecter mes données de perf. Voilà, donc ça donne une vue plutôt 3000 pieds. On a bien sûr mon outil préféré qui est WebPageTest, Lighthouse bien sûr qui donne des informations sur les Core Web Vitals, à la différence de on n'aura pas du FID pour ces deux types d'outils, puisque on n'a pas d'interaction d'utilisateur. Hein, quand j'ai fait le webinaire sur le FID, j'ai aussi présenté l'autre métrique qui servait d'approximation, qui s'appelle le Total Blocking Time, et vous verrez que le Total Blocking Time et le FID n'ont souvent aucun rapport, malheureusement. Et puis, j'utilise aussi Yellow Lab Tools, qui est un petit outil bien pratique pour débusquer
des trucs un peu pointus. Il se trouve que c'est développé par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Gaël Mété, et qu'en plus, on finance l'hébergement de ce petit outil. Ah oui, et puis bien sûr, parce que bien sûr, Fastorize aussi, c'est un de nos outils, parce que ça permet de voir le résultat rapidement des optimisations qu'on détecte. Vous noterez que j'ai pas pris tous les outils de reco généralistes tels que les GTmetrix ou Airboost. En fait, en général, je m'en sers pas, justement parce que les recos sont généralistes et elles mettent un peu de temps à s'adapter, elles sont pas assez pertinentes dans le contexte. Par exemple, pendant longtemps, j'ai souvenir qu'on avait une règle dans GTmetrix qui disait qu'il fallait pas versionner les URL. Et en fait, quand on cherchait bien cette règle, elle venait parce qu'il y avait un bug dans un vieux, il y avait un bug dans des problèmes de cache, donc sur des vieux IE, Internet Explorer, et des vieux proxys, Squid en l'occurrence, pour ceux qui connaissent et qui sont assez vieux pour connaître. Donc ces solutions-là, bof, il vaut mieux faire le travail à la main si on veut faire le travail correctement. Alors, on a tiré au sort 2 sites parmi la petite trentaine qu'on a récoltés. Donc le premier site qu'on va regarder, c'est Aviva. C'est un site d'assurance. Pour les 2 sites, je me suis concentré sur la home essentiellement, parce que là, le but, c'est pas de faire un audit complet. C'est très souvent une des pages les plus importantes du site, et souvent aussi, ça donne le ton par rapport aux autres pages. On est en général dans des frameworks qui utilisent le même header, le même footer, etc. Et donc, on a à peu près la trame générale du site en regardant la page la plus importante. Bon, dans d'autres contextes, on regarde en général une page liste ou une page catégorie, une page produit, éventuellement une page de search, et puis des pages éventuellement plus complexes à la demande. Le second site, le premier est un site d'assurance, le second site c'est un site de e-commerce. Je vous avouerai que je ne connaissais pas avant de l'avoir là sous les yeux. Et donc, voilà, on va regarder un peu, est-ce qu'il y a des différences entre performance de site e-commerce et site plus institutionnel? Je ne crois pas, les problèmes sont les mêmes à chaque fois. Alors, on commence par Aviva. Alors, et avant de commencer sur le premier site, pour cette première WebPerf Clinic, je vais essayer de poser ma méthodo, même si en fait, on fait beaucoup d'allers-retours entre tous les outils. Donc, la méthode, c'est d'abord, on charge le site. On se fait l'idée, on peut déjà mettre du throttling, voir si le site, enfin pour voir comment ça se comporte quand il y a des conditions dégradées. Le throttling, c'est quand on réduit nos capacités de bande passante ou de CPU intentionnellement. Et puis, on peut voir la version mobile si le site est responsive, on peut voir voir s'il y a du lazy loading, etc. On peut déjà regarder l'extension Core Web Vitals pour nous dire comment cette extension mesure les 3 métriques. Voilà, on peut voir ce qu'elle mesure dans notre contexte. Ensuite, on va regarder de 3000 pieds ce que peut nous dire PageSpeed Insight et le Crux. Il y a des fois des infos intéressantes, mais qu'il faudra recouper avec d'autres outils, parce qu'on sait que l'audience peut être biaisée. Après, moi, on se refait pas. J'aime bien regarder la source HTML, et je trouve que c'est une mine d'or de regarder la façon dont sont écrites les pages HTML. Je trouve que c'est assez révélateur des intentions de chaque site, des intentions ou bien des contraintes, voire, je vais être un peu méchant, des fois aussi du niveau de développeur. Quand je dis niveau, c'est un peu méchant. Souvent, c'est pas du manque de compétences, c'est souvent du manque de temps. Mais voilà, regardez le code source peut donner une idée de la fraîcheur, entre guillemets, est-ce qu'on a du legacy ou pas sur le site. Après cette fait une idée, là, il faut rentrer dans le dur, et là, c'est là qu'intervient vraiment mon outil préféré, qui est WebPageTest.
complété maintenant de Lighthouse. Et là, on va regarder le waterfall dans le détail, chaque requête, les domaines, la répartition des différentes ressources, tout ça, c'est vraiment une mine d'or. Et puis, WebPageTest donne une vision assez statique des choses. Et donc, pour aller plus loin, notamment pour détester ce qui bloque en JS, pour vraiment faire des choses un peu touchy, ou bien les comportements qui génèrent du CLS, par exemple, eh bien, on est obligé d'aller trifouiller dans les Chrome de Tools. Et puis après ça, pour être complet, en général, je balance un test sur Yellow Lab Tools pour voir ce que j'ai pu louper. Et puis, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de passer tout ça à la boulinette Fastorize pour voir ce que notre outil apporte potentiellement si une bonne partie des optimes étaient réalisées. Alors, on commence par Aviva. Juste comme ça, dans le contexte de ce que j'ai pu regarder, je connais pas le site, je vois ça de loin, mais quand je regarde le source, eh bien, j'ai quand même l'impression que ça ressemble à du CMS, un CMS Microsoft. Alors, j'espère que vous voyez, voilà, vous voyez mon écran. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que on a des templates, des MS Application Tile Color, voilà. MS Application, moi, ça me fait penser à Microsoft. Ça me fait penser à des choses que j'ai déjà croisées sur SharePoint. J'ai des MS Validate, etc. Bon, on a quand même le sentiment que c'est quelque chose qui vient de Microsoft. On a un TMS qui est géré, un TMS, un Tag Management System qui est géré via Adobe Dynamic Tag Manager. On a une longueur de page qui est correcte, il n'y a pas trop de soucis à se faire. La page est très légère, il n'y a pas de... C'est le test sans third party, on verra la différence avec third party. J'ai l'impression que c'est hébergé chez AWS, même si c'est derrière un CDN, parce qu'on voit passer des cookies liés au load balancer AWS. Donc voilà, rien que regardant tout ça, on peut savoir à peu près, on peut situer le contexte du site. C'est un site qui est responsive, il suffit de faire bouger sa fenêtre pour se rendre compte que c'est un site qui est responsive. Alors, il y a des optimisations qui sont déjà en place. Il y a du CDN, il y a des préconnects. Alors, le CDN, on peut le voir facilement parce que WebPageTest nous dit effectivement que Aviva utilise un CDN. Sinon, ce que je fais une résolution DNS et puis on sait le nom de domaine, à partir du nom de domaine. Ok, j'ai cru que ça avait tout planté. Et à partir du nom de domaine, on peut détecter que c'est sur un CDN ou pas. Je reviens à mon slide. On a du préconnect. Donc là, pareil, moi, c'est des choses qu'on regarde dans le source. Voilà, dans le source, on peut voir qu'il y a des links rel préconnect. On se dit, OK, on est déjà sur du code qui prend soin de faire des préconnects. Donc, ça donne une idée le site a déjà été pensé pour optimiser la WebPerf. Ça ne veut pas dire que tout est formidable, mais en tout cas, il y a des intentions d'optimisation de la WebPerf. Voilà. Alors, on peut regarder le chargement de la page. Donc ça, c'est la page au format desktop. Et on peut voir tout de suite en scrollant que, alors vous ne le verrez pas, mais il y a du lazy loading. Donc là, c'est difficile à montrer en webinar, mais les images sont apparues au fur et à mesure que j'ai scrollé. Donc c'est déjà une bonne chose qu'on ait du lazy loading. Ça permet d'éviter de charger des images pour rien. La seule chose, c'est que, et ça vous ne pouviez pas le voir, mais quand on refait le chargement de la page, on voit que quand même ce lazy load est un peu lent à se déclencher, c'est-à-dire que les images qui arrivent derrière
mettent un peu de temps. Alors, soit il faut en général mettre un buffer un peu plus élevé, c'est-à-dire qu'on va pas seulement charger les images qui sont dans le viewport, mais on va aussi charger celles qui sont entre 100 et 500 pixels en dessous du viewport, en dessous de la ligne de flottaison. Comme ça, on précharge un peu les images et on améliore un peu l'expérience utilisateur. Donc là, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose, ou bien c'est que les images sont un peu lourdes. Donc là, rien d'incroyable à dire. On a juste détecté qu'il y avait du lazy load sur la page. On voit, quand on regarde le code, qu'il y a il y a un peu de chargement optimisé. Donc là, il faut que j'aille vous montrer. Alors, tout à la fin, voilà, quand je dis chargement optimisé, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais je ne connais pas exactement la technique. Mais voilà, quand je vois ce genre de choses, alors, je vais essayer de bien grossir pour que vous voyez bien ce que je montre. On va y arriver. Voilà. On a un div avec des data modules et des JS à l'intérieur. Clairement, le développeur a voulu faire attention à ce que ces scripts-là ne soient pas découverts tout de suite par le navigateur et chargés par un autre mécanisme, ce qui me fait penser que voilà, les JS ont été, le chargement des JS a été optimisé. Donc, quand on va un peu plus loin, on voit que il y a du require, donc une librairie qui permet de rendre asynchrone un peu le chargement de tout ce JS. Donc on sent qu'il y a quelque chose derrière qui dit j'ai voulu faire attention au chargement des JS. Donc voilà, déjà c'est un peu intéressant. On voit que tout ça est minifié. Alors on a des mines min.js qui nous disent ok, a priori j'ai quelque chose de minifié. Quand même, moi j'aime bien vérifier que c'est le cas. Donc voilà, je ne peux pas m'empêcher de cliquer et de vérifier que au moins on a bien quelque chose de minifié sur ce init. Voilà, on voit l'utilisation de la librairie require, on voit que c'est minifié, même s'il n'y a pas de min à l'intérieur. Donc voilà, le boulot est à peu près correctement fait dans cette partie JS. Le CSS, là aussi, on peut le voir ici, il y a des fichiers CSS qui sont minifiés. Il y a du bundling CSS. Voilà, on a des splits 1, split 2, split CSS. Donc vraisemblablement, là aussi, on a voulu faire attention à bien séparer les CSS. Bon, le code nous dit quand même, il y a des commentaires sur IE8, IE9. Je vous rappelle que IE8, IE9, ça n'existe quasiment plus dans le paysage français. À la limite, IE11, aujourd'hui on est bien sûr sur Edge pour la majorité des internautes. Donc ça justifie dans des environnements contrôlés type intranet, etc. Mais sur l'internet, c'est du code mort qui, à mon avis, ne sert à rien. On a de l'utilisation de fontes WOF2, du fond de display, swap. C'est en plus self-hosté. Donc par exemple, ça se voit rapidement. On a du fond de display swap pour commencer. On a des fonds qui sont directement au format WOF2, qui sont self-hostés, donc une bonne pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a l'utilisation du SVG, il y a du TLS, il y a la dernière version de TLS 1.3, il y a de l'OCSP stapling, du session resumption, ça c'est plus pour la partie infrastructure, mais voilà, en gros c'est la partie HTTPS, c'est bien configuré. On a aussi de la compression d'image. Bref, globalement, on sent que le site a été pensé, a été voulu optimiser.
Alors pour voir toutes ces informations là sur le TLS, c'est un outil que j'ai pas cité, qui s'appelle SSL Lab. Voilà, donc voilà, vous voyez qu'il nous donne un grade A+, donc rien à dire de ce côté-là. Et moi, les infos que je cherche en général, elles sont toutes en bas. Elles disent, c'est pour la partie WebPerf, c'est ces informations-là qui sont importantes. Est-ce qu'on fait de l'OCSP snapping, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vérifier la révocation du certificat qui est utilisé. Le navigateur n'a pas besoin de le faire, c'est le serveur qui le fait. Et puis, on peut garder en mémoire, il n'y a pas besoin de réétablir des connexions TLS puisque on va garder la session en cache. Donc ça, c'est important d'un point de vue WebPerf. Et puis là, on voit aussi que il y a du HTTP2, on voit que la négociation Next Protocol Negotiation, elle est présente et qu'elle nous permet de faire du H2. Voilà, donc tout ça pour dire, ok, c'est un site qui semble quand même pas mal, qui semble optimisé et où il y a plein de technos qui sont en place, plein de petites optimisations, de bonnes pratiques qui sont en place. Donc, globalement, on pense que les mesures ça va bien se passer. Alors. Là, on va passer sur la partie mesure, justement, et on va essayer après ces rapides coups d'œil via le view source, on va essayer de regarder un peu ce que nous dit Google, donc PageSpeed Insight, le Crux, etc. Donc ça, c'est un test que j'ai lancé hier. Et donc, on voit que le score, donc il y a un score mobile, un score desktop. Le score mobile de 30, il est marqué en rouge, mais c'est pas si mal que ça. Puis le score desktop de 79, qui est encore en orange, pas en vert, c'est pas si mal que ça non plus. Mais quand même, ce qu'on peut noter, c'est le fait que la répartition des différentes métriques qui sont remontées pour cette page, c'est pas un truc incroyable. Notamment, on voit que le First Contentful Paint, qui correspond globalement, je fais des approximations dans ces webinaires, qui correspond globalement au Start Render, on voit qu'il n'y a que 1% des gens qui ont un FCP qui est inférieur à 1 seconde, un start render qui est inférieur à 1 seconde. Donc pour moi, c'est un peu catastrophique. Ça veut dire que 99% des gens ont une mauvaise expérience de start render, donc ils attendent un peu la page. Ça se traduit presque immédiatement sur un mauvais LCP, une mauvaise répartition du LCP, puisque si potentiellement ce qui va bloquer le premier affichage peut aussi bloquer l'affichage de l'élément le plus important. Si vous comprendrez que si votre serveur il met 2 secondes à répondre, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas de FCP ou pas de LCP avant 2 secondes. L'autre Core Web Vitals qui n'est pas incroyable, c'est le CLS. Donc ça, c'est sur mobile, mais encore plus sur desktop, où là, on voit un CLS qui est vraiment pas terrible, puisqu'il est de 2. Ça veut dire que 95% des gens ont une mauvaise expérience et globalement, ça bouge pour eux. Particulièrement sur desktop. Principalement, alors vous allez me dire, mais pourquoi ça bouge plus sur desktop que sur mobile? On pourrait penser l'inverse. Et en fait, on comprend ça parce qu'on affiche plus d'éléments sur le desktop que dans le viewport du desktop que dans le viewport du mobile, tout simplement. Et donc, il y a plus de chances que ces éléments bougent. Et il y a plus de chances que en plus la surface qui soit déplacée soit importante, donc un CLS qui est potentiellement plus important en desktop qu'en mobile.
Bon, par contre, on voit que le first input delay est de 4 enfin, donc la majorité des gens ont un first input delay qui est inférieur à 100 millisecondes. Et donc, on a un percentile 75 qui est à 4 millisecondes. Donc, ça, il n'y a a priori pas de questions à se poser sur cette partie interactivité. On va voir que c'est un poil plus complexe que ça et qu'on peut avoir un first input delay sympathique, mais parce que les gens n'ont pas pu cliquer tout de suite et ont attendu pour avoir quelque chose. Dans PageSpeed Insight, on peut voir donc là c'était pour la page d'accueil, on peut voir au global, donc là pour l'ensemble des pages d'Aviva sur les 28 derniers jours, on a un peu les mêmes répartitions. On voit que alors pas tout à fait, puisqu'on voit que justement le FCP est un peu meilleur que la page, que la homepage. Donc potentiellement ce FCP est pas, enfin cette homepage est à traiter en priorité, puisqu'elle donne des choses qui sont moins bonnes que sur le reste du site. Et puis on a les lab data, hein, donc c'est les données Lighthouse qui forment le score. Qui forment le score de PageSpeed Insight, donc en mobile. Voilà, on voit des choses un peu moins sympas. Donc je répète, ces scores PageSpeed Insight, donc c'est égal, ce score Lighthouse est calculé dans des conditions qui ne sont pas représentatives des conditions des internautes français, qui sont plus calculées, enfin qui sont plus définies comme des conditions d'internautes globaux. On n'est qu'une petite partie de l'Internet mondial, et donc Google a choisi pour cet outil qui est global d'être plus représentatif et d'avoir des conditions de mauvaise 4G ou de 3G pas terrible. Donc c'est pour ça que des fois on a des trucs qui ressemblent pas du tout à ce que nous on mesure nous, donc il faut s'en méfier. Mais quand même, ça nous donne des choses, des informations importantes, notamment sur cette histoire de total blocking time. On essaye de confirmer ça avec le Crux. Donc, pour des stocks mode sport, là, je vous montrerai comment obtenir ce Crux dashboard. Donc là, je l'ai tout de suite en mode visualisation. Donc vous avez les trois métriques, les Core Web Vitals, et puis vous voyez, vous pouvez confirmer que effectivement sur le dernier mois, sur le mois de novembre 2020, eh bien pour aviva.fr, on a un LCP qui est pas foufou, pas de problème de FID, et puis le CLS qu'on a vu qui n'était pas incroyable. Et on a aussi le détail, donc on peut aller voir par exemple que la répartition, le suivi au cours du temps de toutes ces métriques, et on voit que petit à petit, depuis février 2020, et ces métriques se dégradent. Donc il y a, on dirait, je ne sais pas quand cette version est sortie, donc il y a vraisemblablement il y a eu une volonté de faire de la perf, mais la perf c'est dans le temps, et donc il faut garder ces perfs-là au top tout le temps. Et donc ça aurait été mieux si on avait vu une courbe inverse, c'est-à-dire du vert qui augmente plutôt que du rouge qui augmente. Ok, alors, on va passer à... Donc là, on a vraiment une vision 3000 pieds, on commence à détecter des choses, on se dit que bon, du FID, il n'y a pas de problème, on a un problème sur le FCP, le LCP, il va falloir aller voir un peu dans le détail ce qui se passe. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut regarder un web page test. Donc un web page test, c'est un ensemble de waterfall. Donc là, on peut déjà voir que le waterfall est assez court. Donc on a
peu de requêtes, 60-70 requêtes. La page est extra légère, enfin extra légère. Il y a 10 ans, on n'aurait pas forcément dit ça, mais à 600 kg aujourd'hui, c'est extrêmement léger. Par contre, bah voilà, on voit qu'un start render à 2 secondes, c'est pas terrible. On voit que ce start render, il est là, on voit déjà la ligne verte sur Web Page Test, sur le Waterfall Web Page Test, qui nous dit ça signale le first paint. Et donc, bah, vraisemblablement, on attend la moitié du temps pour avoir quelque chose. Et après, ça arrive pas trop mal après. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le Web Page Test? Non, je vais revenir sur la source parce qu'il y avait des choses intéressantes. En fait, on voit dans la source que il y a des CSS qui sont tout à la fin. Et ça me plaît pas. Des CSS en bas de page. Potentiellement, il y a des CSS qui sont aussi sur le domaine, sur un autre domaine. Et il y a des CSS qui sont mélangés dans l'ordre avec des JS. Et ça me plaît pas parce que ça ne suit pas les règles et on voit que dans le waterfall, ça va donner quelque chose de pas terrible. Alors le waterfall, donc on a la version, là on a fait 6 tests, on a choisi le run 6, enfin c'est pas moi qui ai choisi, c'est Web Page Test qui choisit la médiane des spin index, qui correspond donc au run 6 ici. Donc on a possibilité de voir tous les runs. On voit déjà que des fois, de temps en temps, ça met du temps à répondre, hein, qu'il y a un TTFB qui peut mettre du temps à répondre. Rien que là, déjà, on peut voir un certain nombre de choses, de problèmes potentiels. On peut aussi voir la répartition des requêtes. Donc ça, c'est pas mal, ça donne une indication de est-ce que on est dans la norme ou pas, entre guillemets. Et là, on voit qu'en termes de poids, il y a beaucoup de CSS, il y a 25% de CSS, il y a quasi 50% de JS et très peu d'images. Il y a quelques années, la répartition était plus 70% d'images et puis 30% de reste. Bien évidemment, aujourd'hui, on est passé, alors bien évidemment, pas si évident que ça, mais on est passé à 50%. Il suffit de regarder les courbes de HTTP Archive pour voir ça. Mais par contre, 12,5, ça fait vraiment pas beaucoup. Et ça fait beaucoup. Donc on se dit, il y a déjà potentiellement un problème de beaucoup de JS et beaucoup de CSS. Le Web Page Test permet aussi de voir, je pense que ça c'est pas très connu, permet de voir la timeline de Chrome quand la page elle a été cherchée. Alors, pour voir ça, il faut aller sur un test et puis cliquer sur View de la timeline et ça ouvre cette vue-là statique de la timeline Chrome. Donc on voit déjà qu'il y a des longues tasks, là c'est les petites barres rouges. Donc voilà, on a déjà quelque chose qui peut nous renseigner sur ce qui se passe. Mais moi je préfère quand même aller voir directement dans les Chrome DevTools pour voir ce qui se passe. Quand on rentre dans le détail du waterfall, donc là je suis allé sur le run 6, on voit donc là on est sur le waterfall, on voit tous les objets qui sont chargés par le navigateur et on voit un peu que c'est un peu le beans. Alors c'est un peu le beans parce que il y a des CSS, il y a des JS, il y a encore des CSS, il y a des JS, etc. Tout est un peu mélangé. Il y a du CSS qui arrive ici, alors que potentiellement on en aura besoin pour commencer à faire le render de la page bien avant. Bref, il y a plein de choses qui vont pas dans ce truc-là et qui expliquent potentiellement qu'on ait 2 secondes de start render. Donc là, quand on regarde ça, déjà, il y a un truc qui se détache. Il y a cette histoire de CSS et JS qui n'ont pas les bonnes priorités. Et en fait, on peut le voir de plusieurs manières. On peut le voir parce que
En HTTP2, on a la notion de priority. Et là, on voit que le CSS a bien, comme normalement attendu, la priorité highest. Mais là, on voit que celui-là, problématiquement, là, il a une priorité low. Et potentiellement, je pense, alors je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est parce qu'il est bien trop bas dans la page, et donc Chrome considère qu'il n'est pas très important. Et donc il est chargé avec une priorité low. Ce qu'on voit aussi, c'est que on a différents domaines. On a le WWW, puis on a le CDN. Et donc, c'est deux domaines qui font du HTTP2, mais de façon différente. Donc, potentiellement, des priorités qui vont se mélanger et des choses qui vont se marcher dessus. Donc, on va avoir, par exemple, un JS là, toute cette partie JS qui va se charger avant ces CSS-là, parce que on a beau avoir découvert ces CSS bien avant, et là, vous voyez la barre jaune, qui dit j'ai découvert mes CSS ici, mais j'ai commencé à lancer la requête que là. Et donc là, ça pose quand même un petit problème d'attendre pour charger des CSS, sachant qu'on est ces CSS et ces JS sont sur le chemin critique pour charger la page. Bon, voilà, déjà rien que cette partie-là, ça rend on sait que le start render va arriver trop tard. L'autre chose qu'on voit immédiatement sur cette page, c'est le Tag Manager System. Alors, il a beau être asynchrone, donc comment on peut voir ce asynchrone? Je vais vous montrer ça. Alors, j'espère que je vous assomme pas trop. Où est-ce qu'on le voit? Oui, voilà. Alors, ici, on voit le code qui lance le Tag Manager, le Dynamic Tag Manager d'Adobe, et on voit qu'il est en asynchrone. On entend souvent asynchrone égale non bloquant. Et là, c'est une parfaite illustration de ce que asynchrone ne veut pas dire non bloquant. Asynchrone veut dire non bloquant, l'attribut asynchrone veut dire non bloquant pour le reste du chargement de la page, pour le reste du parsing. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de charger tout et d'exécuter ce JS pour continuer à faire le reste. Le problème, c'est que, donc on voit bien qu'on télécharge ce truc-là, pendant qu'on le télécharge, ça ne s'arrête pas et il y a des choses qui vont se passer. Mais quand on a fini de le télécharger et de le parser, là, c'est là que ça se complique parce que le navigateur, lui, va déclencher l'exécution de la page. Et c'est là que ça devient bloquant, puisque on a cette grosse barre rose là qui dit voilà, je fais une exécution au JS, je monopolise le navigateur, et on voit bien que là, pendant ce temps, il ne se passe rien. Et donc, ce JS, il ne faut pas être devin, je ne rentre pas dans le code, hein, mais il ne faut pas être devin pour comprendre que ce JS bloque le start render parce qu'il s'exécute une fois qu'il a été chargé, parce qu'en plus, il va charger ces trois JS là. On voit bien, c'est sur le même domaine, on voit bien que c'est juste après l'exécution du JS. Donc on voit bien ces trois choses, et puis une fois que ça a été exécuté, boum, on commence à afficher quelque chose. Donc on voit bien que le problème là pour améliorer le FCP et potentiellement le LCP, le problème il est plus d'ordre comment faire pour mettre de l'ordre dans les JS des CSS, et comment faire pour que cette chose-là soit pas bloquante. Donc on a, je regarde un peu mes notes pour voir si j'oublie pas des choses. Je voulais vous montrer ça, quand on parle de priorité HTTP2, en fait, WebPageTest nous donne la possibilité de voir ce graphe de priorité ici. Voilà, donc on voit le HTTP2 Dependency Graph. En fait, c'est cette chose-là. Et on voit qu'on a des dépendances, un domaine sur CDN avec des CSS et leurs dépendances, et puis un domaine sur WWW Avien. Donc forcément, tout ça rentre en collision. Le bas du waterfall est aussi intéressant, puisque en fait on voit
on voit le thread, on voit ce que fait globalement le navigateur en termes de CPU et de bande passante. Alors, bande passante, il fait rien puisque la page est extra légère. Par contre, en CPU, c'est bien utilisé. Et puis, on voit bien ce que fait là, il y a du layout, là, il y a du scripting. Donc, il y a pas mal de choses qui se font là, à ce moment-là, donc ça, c'est ce scripting. Ça, c'est directement lié au Tag Manager System. Et puis après, il y a encore du blocage. Il y a encore du blocage qui arrive à cause de layout et de la page. Le navigateur est utilisé. Donc, cette partie-là aussi, elle est intéressante juste pour voir, pour sentir comment ça se passe sur la page. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer avec ça? Oui, alors, je voulais vous montrer que c'était pas un problème de bande passante parce que on a là, on a des tests qui sont faits en 4G, hein, avec un Nexus 5X, et qu'on pourrait se dire, oui, mais alors si je faisais ça en fibre optique, j'aurais aucun problème. Alors moi, j'ai fait le test, c'est toujours intéressant de faire ce test-là, en connexion native. Connexion native, ça veut dire je suis bien sur un mobile, j'émule un mobile, mais je suis sur du backbone. Donc, on va trouver des temps de téléchargement qui sont ridicules. Donc, au lieu d'avoir les 100 millisecondes qu'on avait tout à l'heure sur ces temps, les 200 millisecondes pour des quelques kilooctets, eh bien, on va retrouver ici plutôt des 40-25 millisecondes pour télécharger. Donc ça veut dire qu'on a amélioré la largeur du tuyau. Eh bien, vous constatez que ça n'améliore pas spécialement le Start Render. Alors là, il se trouve que en plus, même si on est sur du backbone, eh bien, le serveur a mis 3 plombes à répondre, donc on s'est pris 1 seconde dans la vue, mais même avec cette seconde dans la vue, le start render, lui, il est autour de 4 secondes, donc il serait, même si ça répondait en 200 millisecondes, on serait plutôt toujours autour de 3 secondes, ce qui est vraiment pas terrible. Donc le problème, c'est pas un problème de bande passante, c'est un problème d'ordre dans les CDN, dans les CSS, dans les JS, et un problème d'exécution JavaScript. On le voit bien ici, hein, où il y a rien a priori qui se passe parce que le navigateur, là, il est occupé à faire quelque chose que l'utilisateur ne voit pas. Ok, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, je peux vous montrer que quand on fait un test web page test, donc on fait un test sans cookie. Donc on fait un test comme ça, on script. Alors nous, on enlève tout ce qui est OCSP parce que ça gêne le test. Et puis on a un test normal, on a 70 requêtes. Aujourd'hui, la majorité des sites respectent le RGPD, donc quand vous faites un test web page test, vous n'envoyez pas de cookies, eh bien, on ne va pas vous charger tous les third parties. Exception ici, il y a quand même des third parties. Il y a le TMS qu'on a vu, il y a Google Analytics et il y a un Google Analytics Collect qui apparaît. Et donc, potentiellement, lui, on n'a pas demandé de consentement pour qu'il collecte. Donc, il y a potentiellement un petit souci là-dessus. Qu'est-ce qui se passe si on prend le temps, et quand je vous dis on prend le temps, si on prend le temps de regarder un peu les cookies que nous pose le site quand on accepte le consentement. Donc, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris mon Chrome, j'ai regardé tous les cookies qui m'étaient posés. J'ai pas tout mis, il y en a encore plus, mais j'ai mis que ceux qui concernaient aviva.fr. Vous voyez, il y en a pas mal. Et là, tout de suite, ça dit j'ai consenti. Alors, lequel exactement dit qu'on a consenti? En général, il faut chercher des choses qui sont... Non, je l'avais vu, je ne sais plus où. Bon, bref, il y avait un truc qui disait ok, vraisemblablement, tu as consenti à ça.
Et là, tout de suite, c'est pas la même histoire. Donc avec third parties, youhou, rien qu'à regarder le waterfall de loin, hein, je ne regarde pas le détail, rien qu'à regarder le waterfall, on voit qu'il n'a pas du tout la même tête. On voit que voilà, c'est un peu petit. On va essayer de grossir. On voit que ce petit ce tag manager là, ce tag qu'on voyait tout à l'heure apparaître assez rapidement, ben, on voit qu'il fait là beaucoup plus de choses que ce qu'il en faisait sans consentement, hein. On voit toute l'exécution JS voilà, qui est fait tout au long du chargement de la page. Et puis bien sûr, on voit les nombreux chargements de third parties. Donc, bah, ça se voit, du coup, ça se traduit comme ça. Tac. Ça se traduit que, ben voilà, on rajoute une centaine de requêtes, voire plus, à la page, et on double quasiment le poids de la page, et on a un loading time qui est la barre bleue qui dit globalement à quel moment ça s'arrête de charger. Et donc peut-être l'utilisateur se sent rassuré qu'il n'y a pas quelque chose qui est toujours en train de se passer. Un loading time qui est multiplié par 2,5. On passe de, je ne sais plus, c'était 5 secondes à 13 secondes. Et là, 13 secondes, c'est pas terrible. Donc ça, c'est sympa parce qu'on peut aller le corréler, on peut aller le voir parce qu'on a un peu des éléments. On peut aller le voir dans le crux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, on peut voir que ce onload dans le crux, eh bien, il est pas terrible. Hein. On voit bien qu'il n'est pas terrible. Et puis, en plus, il se dégrade. Donc, il y a beaucoup il y a assez peu de gens qui chargent la page qui ont un onload qui est inférieur à 2 secondes. Voilà, je regarde mes notes. On a d'autres choses qu'on peut voir dans le waterfall. Alors, faut que je retrouve le waterfall qui me sert de référence. Voilà. Alors, dans le waterfall, on peut voir d'autres choses. On peut voir qu'il y a ce que j'ai appelé du multi-sprite. J'aime bien ce concept. Donc, vous voyez, là, on voit des sprites, donc, ancienne technique pour améliorer la perf. Bon, j'avais été spécialement pour parce que c'est compliqué à maintenir. Mais là, en plus, on a un sprite. Alors, des sprites par réseaux sociaux. Donc, on voit les objets là. Donc, c'est un sprite avec juste que deux icônes, alors qu'on pourrait quand même avoir un sprite qui prend tous les réseaux sociaux, ce serait le minimum. Et en plus, en termes de multi-sprite, on va plus loin, puisqu'on a aussi un autre sprite avec du SVG. Et là, donc, ça justifie ce que je disais sur les sprites. C'est, à mon avis, une technique qui est bien trop pénible à maintenir et qui a peu d'intérêt aujourd'hui, surtout en termes de HTTP2. Donc là, on a voulu bien faire, mais on a mal fait. C'est un classique de la web perf quand on fait des choses qui sont contre-productives. L'autre chose qu'on peut noter aussi rapidement dans le waterfall, c'est on voit tout de suite que il y a un partenaire qui utilise une version de jQuery et puis le site utilise une autre version de jQuery. Donc là, on charge et on parse 2 fois jQuery, et donc c'est un peu pénible, surtout quand on a un navigateur qui est pas très rapide. Et donc, si on peut éviter ça, c'est bien. Il faut aller voir le partenaire, il faut lui dire tu n'as pas besoin de charger jQuery, il faut que tu aies une option dans ton implémentation qui dise tu n'as pas besoin de jQuery parce que par défaut, c'est moi qui me charge de charger jQuery sur la page. Pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, on va aller voir un peu les autres onglets. Alors là, on a depuis Web Page Test, on a un lien vers un test Lighthouse qui est fait par Web Page Test.
et donc qui ne donnent pas tout à fait les mêmes scores de performance que PageSpeed Insight. C'est le même principe, c'est le même outil, mais on est dans un contexte qui est différent. Donc on retrouve un score qui est pas foufou, mais qui est pas mal, qui est pas trop mal quand même. Juste, on voit bien que là-dessus, il y a de l'amélioration et que le total blocking time est pas terrible. Ce qui est pas mal, c'est que là, on a des recos que nous donne Lighthouse, qui sont assez faciles à implémenter, qui peuvent améliorer le ressenti utilisateur. Donc ça, c'est pour améliorer le CLS. Ça, c'est pour améliorer l'interactivité. Quand on scrolle, après, a priori, il y a trop d'événements qui écoutent sur l'événement, enfin, il y a trop de choses qui écoutent sur l'événement scroll. Donc, il y a peut-être des choses à améliorer de ce côté-là. Ce qui est pas mal, ouais, c'est ça que je voulais montrer, c'est que, par exemple, pour améliorer le CLS, on a vu qu'il y avait des soucis de CLS, on voit que Lighthouse nous donne les éléments qui sont en cause et qui provoquent, qui contribuent le plus au CLS de la page. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Quand on clique sur le score, là, ici, on peut accéder directement au calculateur. On peut voir un peu les marges de progression. Et donc là, quand on a cliqué sur ce score, pour cette page-là, on voit que finalement, là, pour chaque métrique, on a des scores qui sont pas trop mauvais. On est 65, 85, etc. Et puis, par contre, là où la très mauvaise métrique, c'est TBT et CLS. Si on est capable de faire quelque chose pour ce total blocking time, eh bien, globalement, notre score, on sait que ça va s'améliorer. Le CLS, on peut faire beaucoup de choses. Il se trouve que la contribution du CLS est ridicule, donc 5%. Si même je passe le CLS au top, je passe à 58, ce qui n'est pas non plus foufou. Donc, par contre, quand je travaille sur le TBT et que je le réduis de moitié, tout de suite, c'est un peu mieux. Voilà, on est passé à 65. Et puis là, quand on commence à avoir un TBT qui est vraiment sympa, on passe à 75. Donc vaut mieux, et ça nous permet ça de prioriser un peu nos chantiers. Donc dans ce cas-là, eh ben, il faut travailler sur le TBT et pas tellement sur le CLS. Enfin, on peut dire qu'il ne faut pas travailler sur le CLS. En tout cas, en priorité, il faut travailler sur le TBT. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, on peut aller dans le Chrome DevTools, qui est intéressant. Donc, le Chrome DevTools, là, j'ai fait un chargement de page, et puis on peut voir dans ce chargement de page, alors c'est un peu complexe, mais on peut voir les différents événements, le DOM Content Loaded, le First Paint, le First Contentful Paint, le OnLoad, et le Largest Contentful Paint, qui est la Hero Image, et on voit qu'elle arrive très tard. Enfin, c'est ce texte plutôt qui constitue le LCP. Donc le LCP peut être une image, mais peut être aussi du texte. Dans ce cas-là, c'est ce texte-là qui constitue le LCP. On voit les layout shifts. Vous voyez, tac, donc il nous dit les layout shifts et il nous montre ce qui a bougé. Donc on peut pointer assez facilement les éléments qui ont bougé. Donc là, quand on va regarder un peu le changement de la page avec une option activée, on va voir que c'est le texte qui pose problème. Et puis on peut voir aussi les long tasks, donc c'est les barres rouges ici, mais qu'on retrouve ici. Et donc là, par exemple, on voit cette long task. Alors, là, elle n'est pas extraordinairement longue, 300 millisecondes. Bon, on peut se dire, OK, on peut s'en satisfaire. Ce que je fais moi, c'est que pour voir ça, je fais du throttling. C'est-à-dire que la longue task qui prenait 300 millisecondes, je dis, bah non, mais tu vas te mettre dans une condition où tu as un CPU qui est 4 fois plus lent que ce que tu as actuellement, et puis tu vas regarder ce que ça donne.
Et là, ça te permet de faire remonter des choses plutôt sympas. Donc là, par exemple, notre tâche qui prenait 300 millisecondes, elle en prend 740 là. Et quand on clique sur le détail, on peut voir en bas, là, il y a le détail, on peut choisir en bottom-up, on peut voir qu'il y a une tâche là, il y a quelque chose qui se passe, qui prend la moitié du temps et qui est vraisemblablement le parsing HTML de la page. Je ne sais pas à quoi sert ce parsing HTML, je ne sais pas si je ne suis pas rentré dans le détail, mais voilà, ça donne une indication. Si j'étais développeur, eh ben, j'irais encore plus loin là dans le Flame Graph et j'irai voir le build primary nav. Je pense que c'est cette chose-là qui prend le plus de temps et qui est une blocking task, enfin une long task, et qu'on pourrait facilement, il y a un itch là, je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Et on voit, il y a plein de petites tâches. Eh bien, il y a quelque chose à faire là pour améliorer cette long task. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore dans les... Ah oui, voilà, dans mes cartons. Donc là, j'ai cliqué. Donc j'ai un onglet rendering. Alors il faut faire un commande Shift P, taper rendering et faire afficher ce petit onglet rendering et cliquer sur Layout Shift Region. Et là, on voit, ça va souligner ça va souligner les éléments qui shift. Donc ça, c'est pour la détection du CLS. On va essayer de faire un reload et de produire quelque chose. Oui, voilà. Donc si vous voyez du violet, c'est tout ce qui est en train de bouger et toute la contribution au CLS. Voilà. Pour tout le changement de la page. Donc on voit que ça a bien bougé et que, alors vous me faites confiance, je clique et j'ai un CLS qui est de 0, enfin d'ailleurs qui n'est pas trop mauvais là, je ne sais pas pourquoi. Mais un largest content full paint, par contre, lui qui est de 5 secondes à cause du gros texte là, qui a mis du temps à être stylisé par la fonte. Voilà, si je regarde avec Yellow Lab Tools, j'ai un score qui est pas trop mauvais, c'est pas trop mauvais sur Yellow Lab Tools, et on voit que globalement GDA, j'ai pas mal de choses qui sont plutôt pas trop mal faites. Qu'est-ce que ça confirme? C'est que j'ai des jQuery, j'ai 2 jQuery qui sont loadés, et puis surtout, j'ai du CSS qui est très complexe et alors je ne sais plus avec quel outil je voulais vous montrer que il y avait beaucoup trop de CSS. On peut dans les DevTools voir le coverage des CSS, mais globalement il y a matière à nettoyer ce CSS, pas trop d'erreurs de syntaxe, pas beaucoup de vieux préfixes qui traînent. Beaucoup de web fonts qui sont utilisés. Je pense qu'on pourrait réduire le nombre de web fonts. Voilà, et puis parce qu'il faut quand même garder du temps pour l'autre site, un petit comparatif avec et sans Fastorize. On voit qu'on est capable pour ce site-là, même qui même a été optimisé, qui a été un peu pensé pour la WebPerf, on est capable d'optimiser chacune des métriques qu'on a vu, First Content Full Paint, LCP, Blocking Time, etc. Et ça se voit sur le film strip. On voit qu'on arrive avec l'image beaucoup plus tôt que sur le site d'origine. Voilà. Est-ce que... On ne va pas passer aux questions tout de suite, mais je vais essayer de partager, alors de faire une manip, de changer d'écran et de faire une manip. Je vérifie si j'ai pas tout oublié, j'ai pas oublié des choses, il me semble que j'en ai déjà pas mal. Alors on va prendre cette, voilà. Est-ce que, donc, tac. J'ai à peu près tout dit. Alors, donc, on va passer à des stocks sport et mode. Et donc, c'est plus tout à fait la même histoire. Rien que là, quand on regarde un peu le waterfall de loin,
on voit qu'il n'y a pas tout à fait c'est pas tout à fait la même page. Donc là, dans le contexte, rapidos, on voit que je pense que c'est un Magento 1 quelque chose, un 8, un 9. On voit que la page est lourde, on voit qu'il y a des third-parties qui chargent directement, donc ça doit pas être RGPD compliance. Il y a la taille du DOM est lourde, il y a 3000, la page fait 3000 lignes de HTML. Il y a une solution de personnalisation Nostro, ça veut rien dire, ça veut pas dire que c'est pas une indication WebPerf, c'est juste voilà, on sait qu'il y a un third-party qui est en jeu, il y a du GTM et il y a beaucoup de tags directement insérés dans la page. L'hébergement semble être un hébergement propre, il ne semble pas y avoir de CDN. Dans les optimum classes, eh bien, j'en ai pas vu beaucoup. Donc la page avait l'air cachée, donc ça c'était pas mal. Il y avait l'air d'avoir quand même de l'Ajax pour pouvoir cacher cette page, donc c'est très bien. J'ai vu des traces de SI qui sont des techniques propres à Varnish ou à Kamai, ça dépend. Bon, par contre, j'ai vu beaucoup de choses qui n'existaient, où il n'y avait pas grand-chose. Enfin, beaucoup de choses qui étaient à corriger. Donc on va commencer. Alors le site pardon. Il faut que je change. C'est là où je dois faire ma manip. Je vous demande 2 secondes. Je désactive le partage d'écran. J'active l'autre fenêtre. L'autre fenêtre. Tac, voilà. Voilà. Et normalement, on doit être revenu sur cette fenêtre. Donc sur c'est un site e-commerce classique avec de la promo, etc. Une homepage, tout ce qu'il y a plus classique avec un menu. Mais oui, déjà on voit que il y a beaucoup de choses là il y a plein d'images dans ces menus. Qu'on voit pas, hein, enfin qu'on voit pas, c'est-à-dire que quand je charge la page, ben, je les vois pas ces images, pourtant vraisemblablement elles sont déjà chargées, donc il y a peut-être déjà des optimisations à faire. Quand on scrolle, il n'y a pas de lazy load qui se passe. Bon, vraisemblablement il n'y a pas un site qui est pas très optimisé. Quand on regarde un peu les scores, le score, ben là on est bien moins bon que pour Aviva, que ça soit mobile, un peu mieux desktop, mais sur le mobile, voilà, on est sur une note de 8 et on voit que ça c'est pas un problème tellement de first input delay, mais il y a c'est un peu tout qui est moyen avec un cumulative layout shift là qui est pas terrible pour l'ensemble du site. Je vais volontairement vite parce qu'on a vu la première fois sur le premier site un peu tous ces outils et puis le total blocking time qui est le double de ce qui était pour Aviva. Vous voyez quand même que la différence, hein, c'est-à-dire que ici on vous montre un total blocking time de 2150 millisecondes, donc qui va provoquer en grande partie ce score de 8, hein, puisque ça compte pour 25% de la note. Et par ailleurs, le first input delay qui est à 33 millisecondes. Donc absolument rien à voir. On essaye d'approximer ce FID avec du TBT, mais on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose à voir, en tout cas dans ce cas. Donc c'est un peu problématique. Là, il n'y a pas. Quand on regarde sur quel levier on peut jouer, ben on voit que toutes les métriques ont un score qui est pas terrible. Et ben donc il faut commencer par celles qui prennent le plus, ou celles où il y a le plus à faire, c'est vraisemblablement le FCP, le spin index, toutes ces métriques enfin pas d'interactivité, d'affichage, et puis le time to interactive aussi qui est un peu lent à venir. Alors, quand on regarde le truc, je vous avais dit que je vous montrerai comment faire. Donc là, il faut taper une URL qui s'appelle gco.chrome.ui/. Et là, vous allez arriver sur cette page. Vous allez pouvoir rentrer l'URL que vous voulez obtenir et puis cliquer sur le bouton Connect. Vous allez arriver sur un truc comme ça qui fait peur. C'est pas très grave.
vous passez et vous cliquez sur Create Report. Et quand vous arrivez sur Create Report, vous avez une pop-up. Donc, potentiellement, j'ai souvent un bug où il faut cliquer 2 fois ensuite sur le bouton d'acceptation, mais on arrive à avoir à tomber ensuite sur ce report-là, ce report Data Studio, où on a ça c'est la version Edit, où donc on peut modifier dans chacune des parties, on peut modifier d'où vient la data, etc., comment elle est rangée, etc. Et puis vous avez la version View, où là on a une version que vous pouvez partager de façon plus sympathique que la version Edit. Donc on a le résumé comme tout à l'heure sur les 3 Core Web Vitals. Donc on voit que le CLS vraiment n'est pas incroyable, que le Largest Contentful Paint est moyen, que le First Input Delay est bon. On peut regarder le LCP, l'évolution du LCP par exemple, et voir qu'il n'y a pas trop d'évolution. C'est ça en augmentation très légère, une amélioration très légère. Donc, le site a l'air assez statique. Assez statique au sens n'a pas l'air de bouger beaucoup. Quand on regarde le source, alors le source, je vous dis, c'est toujours une bonne façon de voir un peu comment ça, quelles sont les intentions de l'utilisateur. Et là, on voit quand même, quand je vous dis que le site n'a pas l'air de bouger beaucoup et qu'il y a beaucoup de legacy, quand moi je vois du code qui fait référence à iOS 7, là je m'inquiète un peu. Donc on voit qu'il y a du Magento. Ok, là on voit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a beaucoup de JavaScript qui est chargé de façon unitaire et à l'ancienne en synchrone. Il y a des librairies d'un peu toutes les sortes. Donc il y a du prototype, il y a du jQuery, il y a du Scriptaculo, c'est rare, hein, on voit pas souvent. Hein, c'était une librairie qui était connue avant. Hein. Donc ça, il y a vraisemblablement un énorme travail de nettoyage à faire, voire une refonte à faire pour enlever tout ça. Qu'est-ce que on retrouve? On retrouve des tags, on retrouve un Google tag, on retrouve le Nosto dont j'ai parlé, on voit un Google Tag Manager. Donc on voit un tag Sendinblue d'abord, on voit un Google Tag Manager by Cybercité, coucou Cybercité. Voilà, on voit un tag directement inséré aussi, Trustpilot. Voilà, on voit des tags qui sont directement mis, et pas de consentement, tout est inséré là directement dans la page. Donc voilà, on a déjà une idée un peu que ça va être compliqué, qu'il va y avoir pas beaucoup de choses d'optimes en place comme ce qu'on a vu. Quand on regarde le test, le test WebPageTest, déjà, il n'y a pas besoin de faire un test avec et sans sort parties, puisqu'on a déjà les sort parties, on n'a pas besoin d'envoyer des cookies. On a déjà l'info. Hein, vraisemblablement, ce sera plus léger quand il y aura quand ce sera RGPD compliant. Ce qu'on voit tout de suite quand on regarde ce test, c'est que c'est une bonne tête de waterfall. Je m'explique. Waterfall, cascade, ça vient ce terme cascade vient du HTTP 1.1, où on faisait des requêtes les unes à la suite des autres. Donc on voit bien là qu'on est en mode HTTP 1.1 parce que on voit bien que les requêtes se suivent les unes après les autres. Et donc déjà on se dit, passer en HTTP2, ça serait des choses à faire. On voit bien, alors j'ai fait un... Voilà, juste hop, on voit un peu mieux là. Donc on voit bien ces connexions, on voit bien qu'on découvre les objets, ces JS là, mais qu'on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre pour les changer, et on voit bien, si vous arrivez à voir, là vous comptez 6, puis vous comptez 6 aussi, puis 6 aussi, et en fait ça correspond aux 6 connexions par domaine qu'on a le droit de faire en HTTP 1.1, et donc ce qui explique que même si la page est en cache, il faut charger tous ces JS pour espérer commencer à faire le rendering de la page. On voit aussi sur ce waterfall que il y a des web fonts
mais que c'est un vieux format TTF, un format un peu moins vieux, mais qui est WOF, TTF étant pas compressé. On a une librairie qui est chargée depuis un CDN. On voit des tags là qui apparaissent, encore des webfonts en vieux format TTF, plein d'images qui sont chargées. Donc, vous voyez, donc là, et pourtant, on est encore des images, encore des images, encore des images. Donc là, c'est les images du menu, les images du slider de marque, et puis à la fin, on a les third parties. Et donc, si vous regardez un peu ça, c'est ce que voit un utilisateur quand il charge la page. Si moi, je résume cette page, je compte 1, 2, 3, 4, 5 images, 3 icônes, 4 icônes. Allez, on va être gentil. 5 images, 3 ou 4 icônes. Et pourtant, on en charge une centaine, enfin une cinquantaine d'images. Ça veut dire que la moitié de quasiment tout ce qu'on charge comme image ne sert à rien, ne va pas servir à l'utilisateur immédiatement. Donc là, il n'y a pas de lazy loading et c'est bien dommage parce que ça pénalise la perf. Il y a aussi un vrai problème sur ce site, c'est que c'est du faux responsive, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va charger toutes les images, y compris pour la partie mobile, même si elles ne sont pas affichées. Donc ça, c'est vraiment problématique. Hein. C'est que finalement, on va dégrader l'expérience mobile en demandant au mobile de charger la même chose que sur le desktop. Donc c'est pas tout à fait le principe du responsive. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous avez vu qu'il y avait des tonnes de JS, il n'est pas toujours minifié, ça dépend. Donc je pense qu'il n'y a pas de process en place pour minifier. Quand on regarde le source, il y avait énormément, on le voit pas, mais en fait, quand on le voit, si, mais il faudrait que je descende un peu plus. Il y a énormément de place qui est prise par le menu. Donc là, il y a quasiment la moitié du code HTML qui est pris par le menu qu'on pourrait charger autrement, qu'on pourrait charger en Ajax. Et si le SEO vous dit qu'il ne faut pas, eh ben c'est pas vrai, parce que Google fait du rendering aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème de charger un menu en Ajax. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Responsive, les fontes, il n'y a pas de lazy load. Ah oui, alors, on peut, c'est intéressant, on peut aller dans Web Page Test, on peut voir le détail du waterfall. Donc il y a un lien qui s'appelle Customize Waterfall. Et quand on clique là-dessus, on arrive sur une page comme ça qui nous permet de customiser le waterfall et de voir un peu ce qui se passe. Là, c'est intéressant parce que là, j'ai limité le waterfall aux deux premières secondes et aux 10 premières requêtes. Et on voit bien l'effet du HTTP 1.1. C'est-à-dire que on voit que le navigateur charge le code HTML, commence à parser le code HTML, voit du CSS, super, commence à télécharger le CSS. Il a découvert du JS, il commence à charger le JS, et comme il a ouvert ses 6 connexions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, le CSS, qui est pourtant nécessaire qui est sur le chemin critique, il l'a découvert, mais il est obligé d'attendre que la première connexion elle soit terminée d'être utilisée pour charger le CSS suivant. Et donc, finalement, on ne peut pas profiter de la parallélisation de chargement là-dessus. Pareil pour le JS, on découvre le JS ici, mais on est obligé d'attendre qu'il y ait une connexion qui se libère. Donc, vous voyez, on attend que cette connexion se libère, et ainsi de suite, pour charger le JS. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ce mécanisme-là en HTTP 1.1. Il y a un truc rigolo qu'on peut montrer. Donc ça, c'est le test Lighthouse correspondant. Et pour vous montrer à quel point Lighthouse peut dire des conneries, il a détecté, c'est bien qu'il n'y avait pas de lazy loading sur les images, mais lui, quand ça le gêne pas de dire qu'on peut gagner 11 secondes 7, alors que la page se charge en 3 secondes 5, ou en tout cas en largement moins que 11 secondes 7. Donc quand je dis que les estimations de
saving de Lighthouse sont complètement fantaisistes. Croyez-moi sur parole, vous avez la preuve devant vous. Donc là, il y a un peu tout. Hein, il y a un peu toutes les optimisations qu'il faut faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous, quand on fait des audits, hein, on ne s'attarde pas sur remove the new CSS, minifier les CSS. Ça, c'est en général dans un slide, ça va pas plus loin. On va pas rentrer dans le détail de tout ça. Il y a, si je peux donner un conseil, il y a ce fichier là qui est chargé sur la home et qui est resizé à la volée. C'est dommage, il faudrait rien qu'utiliser une balise picture avec du source et des media queries. On pourrait améliorer l'expérience utilisateur sur mobile et ne pas recharger et resizer à la volée cette image. Qu'est-ce que je vais pas montrer ça parce que là on commence à être tard et puis on a la confirmation que le score sur Yellow Lab Tools est pas terrible, que tout est à refaire, que il n'y a même pas d'optimisation d'image. Bref, beaucoup de choses à améliorer là-dessus. On peut pas rentrer dans le détail là, avec le temps qui nous est imparti. Bon, voilà, en tout cas, les outils nous montrent qu'il y a du job à faire. Quand on regarde l'impact de Fastorize, eh bien, là aussi, on améliore toutes les métriques, on améliore le film strip. On voit encore mieux quand on fait ça. Voilà. Donc, on a une expérience utilisateur bien meilleure quand on passe par Fastorize. Et puis, on retrouve globalement, si le code est comme ça, on retrouve aussi que côté SSL, on a aussi du legacy et donc on a aussi un protocole TLS 1.1 qui est un vieux protocole complètement déprécié qui est supporté sur ce serveur qu'il faudrait dégager à ZAP, qui n'est pas du tout PCI compliant, même si le site n'a pas besoin d'être PCI. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci Stéphane, c'était intense. C'était intense, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. On va assez vite passer aux questions. Je voulais quand même faire un petit point, puisque c'est notre première WebPerf clinique. C'est aussi important de préciser que les sites qu'on a montrés là, évidemment, il y a des axes d'amélioration. Il faut bien prendre en considération que la WebPerf, ça demande énormément de temps et beaucoup d'expertise. Et c'est une expertise qui est rare aujourd'hui. Donc forcément, tous les sites n'ont pas la même maturité en matière de WebPerf. Il y a même des très gros sites qui ont des équipes dédiées sur le sujet. Mais voilà, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une équipe dédiée à la WebPerf. Et même eux, on a remarqué, ces gros sites ont des variations dans leur performance, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur site qui sera optimisé vraiment avant les périodes à forte charge, mais ils ne vont pas réussir à maintenir leur performance dans le temps ou difficilement. Voilà, d'où l'intérêt aussi d'une solution comme Fastorize pour tous ces sites-là. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Stéphane, sinon on peut passer aux questions. Non, passons aux questions. Je pense que j'ai perdu la moitié des participants parce que j'ai été un peu technique, mais je pense que c'est intéressant de voir un peu de toute la panoplie des outils qu'on a à notre disposition quand on travaille la WebPerf. Et quand on voit ça, on voit bien que c'est quelque chose de complexe, quoi. Alors, détrompe-toi, non, tu n'as pas perdu la moitié des participants. Au contraire, la très grande majorité est restée jusqu'au bout. Donc, je pense que ça a au contraire très intéressé. On a une audience particulièrement technique aujourd'hui, je pense. Du coup, passons aux questions. On a une question de Johan, donc, qui date du début de ta présentation sur Aviva, qui demande à quel niveau la page est légère. Il y a eu la réponse en cours, hein, c'est-à-dire que la page, elle était légère quand on n'a pas de third party. C'est-à-dire que quand on charge la page et qu'on n'a pas donné ce consentement, on voit bien que la page, elle est légère, elle fait 600 kg.
Et 600 kg, 70 requêtes, c'est une page légère. Aujourd'hui, en 2020. Et en 2021, ça le sera aussi. Et elle est un peu plus lourde quand on a tout ce qui est third parties, mais elle reste quand même mesurée. Donc on peut considérer que c'est une page qui est légère. Elle fait presque 3 mégaoctets. Ça dépend en fait ça peut aussi dépendre moi j'avais la version, ce que je vous montrais c'était la version mobile, donc il se peut que la version desktop soit plus lourde aussi, et ce qui montrerait que c'est plutôt bien géré, c'est-à-dire qu'on dit je sers des images plus conséquentes à des gens qui ont potentiellement une meilleure connexion. D'accord. Alors, on a plein de monde sur le chat qui dit que c'était très, très concret, technique, factuel, très intéressant. Donc, merci à tous et bravo Stéphane. J'ai mis l'enquête de satisfaction directement au cas où vous voudriez sauter les questions pour aller déjeuner. C'est très important pour nous, vos retours. Donc, surtout, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire de satisfaction. Ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Voilà. La deuxième question donc de Michael qui nous demande est-ce qu'un site en full page est plus long à charger qu'un site standard? Je ne sais pas ce que c'est un site. Oui, ok. Un site en full page, c'est un SPA. Ça doit être, j'imagine, full page. Donc, est-ce que le chat nous. Est-ce que Michael pourrait nous préciser ce que c'est qu'un site en full page? Je pense que c'est un site en SPA. Est-ce qu'un site en SPA est plus long à charger qu'un site standard? C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on croise de tout. En tout cas, ça n'est pas la silver bullet. C'est-à-dire que si on vous dit il faut passer en SPA, et vous allez voir, c'est magique. SPA égale nouvel environnement, égale des challenges de la même façon que pour un site entre guillemets standard. Et donc, ça n'est pas la garantie absolue de la web perf. Loin de là, surtout qu'on peut tomber sur, si on fait du vrai full, enfin du SPA, et qu'on ne fait pas du server-side rendering, et ben là, ça peut être carrément la catastrophe. Donc, faut faire très très attention. Voilà. Je dirais que il faut encore faire plus attention à la web perf pour un site en SPA que pour un site standard. D'accord, merci Stéphane. Donc, Michael, si vous êtes encore parmi nous, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour nous dire si ça répond bien à votre question ou si vous aviez autre chose en tête. Une question de Mehdi qui nous demande comment peut-on détecter quelles ressources sont bloquantes pour l'affichage? En fait, dans Web Page Test, il y a... je vais peut-être partager mon écran. Il y a la possibilité de voir, partager l'écran, il y a la possibilité, je vous demande 2 secondes parce que j'essaie de vous montrer ça. Tac, tac, voilà, tac. Donc, les requêtes qui sont bloquantes, entre guillemets, c'est celles qui bloquent le premier affichage. D'accord, c'est celles qui sont sur le... Donc, c'est Stéphane qui a un petit problème de connexion. J'espère qu'il ne va pas tarder à revenir. Nous allons reprendre les questions que vous nous avez envoyées et dans l'email qu'on va vous envoyer aujourd'hui, on y intégrera les réponses. Merci encore à tous d'avoir été avec nous et puis on vous dit à très bientôt.